Bonsoir et bienvenue. Il a prêté serment pour la 5e fois comme président de la Fédération de Russie. Cela fait donc un quart de siècle qu'il préside aux destinées de ce grand pays. Ce soir donc, le point fait focus sur l'homme qui a bouleversé l'échiquier politique et géopolitique mondial en redonnant de la dignité à tous ces pays qui jusque-là étaient à la périphérie de la marche des relations internationales. Je parlais donc du président russe Vladimir Poutine, dont voici un extrait de son investiture. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации mes fonctions de président de la Fédération de respecter, de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et défendre la Constitution de la Fédération de Russie, de préserver la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'État, de servir fidèlement le peuple. Владимир Владимирович Путин Vladimir вступил в должность президента России. Est entré en fonction en qualité de président de la Fédération de Russie. Vous entendez l'hymne national russe. Avec moi sur ce plateau, donc Dimitri Kourakov, ambassadeur de Russie au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, on vient de voir ces images-là, le président Poutine qui prête serment pour la 5e fois de son histoire. Mais qui est cet homme, Vladimir Poutine? Vous savez, je me souviens quand Vladimir Poutine est devenu président de la Fédération de Russie pour la première fois en l'an 2000. Tout le monde dans le monde, tout le monde se posait les mêmes questions. Et je pense que ces années nous ont montré que cet homme est vraiment un patriote de sa patrie et qui fait tout son possible pour améliorer la vie des citoyens, pour que la Russie redevienne une grande puissance et qui fait tout son possible pour que la Russie devienne un pays respectable. Oui. Vous parlez, c'est quelqu'un qui a développé son pays, un pays qui vient de très loin. On se rappelle des années 90, au lendemain de la chute du mur de Berlin. L'Union soviétique disparaît, se disloque. C'était très dur ces années. Oui, vraiment, je me souviens que ces années, les années 90, c'était terrible pour la population qui s'est appauvrie énormément. Je me souviens que mon salaire au ministère des Affaires étrangères n'était que $20. Et donc, c'était presque impossible de vivre à l'époque. Pour la plupart de la population russe. Et c'est dans ce contexte-là que le président Poutine arrivera quelques années plus tard, aux années 2000. Il est devenu président à l'an 2000. Oui, il devient président à l'an 2000. Et la marche, quand vous suivez la marche de cet homme, de son pays aujourd'hui, remonter la trajectoire, qu'est-ce que cela vous suggère? Vous savez, on est fiers. On est fiers de voir que notre pays a passé pendant ces 24 années. Et les résultats de vote montrent vraiment le support de la population au président Poutine. 87% de suffrages. Oui, surtout le taux de participation qui s'est avéré un taux record. De 77%. 77%, c'est énorme. C'est jamais arrivé. Oui. Vraiment, il y a des gens qui ne supportent pas la politique du président, mais c'est vraiment très minime. C'est presque un plébiscite. Comment vous analysez son action aujourd'hui à la tête de la Russie? On rappelle qu'on est en 2024, la Russie déclenche ce qu'il appelle l'opération spéciale en Ukraine. Là aussi, c'était une obligation pour la Russie d'aller jusqu'au bout. Oui, vraiment, on oublie souvent comment tout ça s'est commencé, parce que
l'Occident a essayé de tout faire pour être plus proche, le temps, plus proche de nos frontières. Et pour nous, c'était vraiment impossible de voir que les missiles de l'OTAN se positionnent à 500 km de Moscou. Et on a proposé, je me souviens, c'était décembre 2021, nous avons proposé un système global de sécurité qui ne demande... À l'Europe? À l'Europe, oui. À l'Europe, aux États-Unis, à l'OTAN, que l'Ukraine reste neutre, les troupes de l'OTAN se retirent des frontières de la Russie et la Russie retire ses troupes aussi de ses frontières avec l'Occident. C'est très simple, mais on nous a donné les réponses très négatives. C'était le net, comme on disait avec ministre Gromyko. Mais et on ne nous a laissé aucune autre solution que commencer cette opération spéciale. Vous déclenchez l'opération spéciale. On sait l'Occident fait bloc derrière l'Ukraine, l'Afrique, des pays comme le Sénégal. Beaucoup de pays africains d'ailleurs ont adopté une position très courageuse, ont refusé de soutenir cette opération. Vous, comment de Moscou, vous avez apprécié ce soutien africain? Vraiment, pour nous, la position de la majorité écrasante des pays africains, et non seulement africains, aussi dans le monde entier, on dit que le support, c'est vraiment une cinquantaine de pays. Africains. Mais total. Oui. Le reste, c'est le support de Russie. En tout cas, même la neutralité, c'est aussi le support. Parce que nous comprenons très bien que tous les pays de l'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ils sont sous les pressions énormes des pays de l'Occident. Et aujourd'hui, est-ce que cette considération que l'Afrique a de la Russie et que la Russie a de l'Afrique est de nature à renforcer les relations? On voit que la Russie est de plus en plus présente en Afrique. Oui, vous savez, je pense finalement nous avons compris qui est notre vrai ami et qui ne le sont pas. Parce qu'après la dissolution de l'URSS, on a pensé que maintenant on a terminé avec le communisme, on est en relation amie avec les États-Unis, avec l'Europe. Il ne faut pas produire tout ce qu'on a produisait à l'époque de l'URSS. Il vaut mieux peut-être acheter ça à l'Occident. Mais il s'est avéré que la seule chose qu'ils voulaient, c'est nos ressources. Et maintenant, nous comprenons on était toujours du côté des pays en voie de développement dans les processus de décolonisation, contre le néocolonialisme. Et maintenant, nous avons compris que l'Occident voulait faire la même chose avec la Russie. La disloquer en quelques petits pays pour gérer nos ressources. Et maintenant, on comprend qui sont nos amis. Et notre politique change. Parmi ces amis, il y a forcément l'Afrique, puisqu'on a toujours ces velléités de s'accaparer un peu des ressources africaines. C'est pour cette raison que beaucoup de pays africains sont tournés vers la Russie, quand on prend le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Centrafrique. Comment vous appréciez un peu cette nouvelle relation? Mais vous savez, il faut voir quels sont les résultats. Parce que les relations, c'est toujours les résultats. On peut parler de l'amitié, de support, etc. Mais s'il n'y a aucun résultat positif,
À l'économie, du point de vue économique. Je parle par exemple de l'opération Barkhane. Ouais. Pendant combien une dizaine d'années, les Français et les Européens étaient présents. Il n'y a aucun résultat tangible. Au contraire, il y a eu plus de morts et plus de dévastation. Vraiment, maintenant, ce que la Russie fait, nous voyons déjà quelques, peut-être pas résultats, mais grand résultat, mais la stabilité revient à certaines régions. Oui, vous êtes présent au travers de paramilitaires qu'on appelle Wagner. La Russie a toujours nié la présence. Mais il n'y a plus de Wagner maintenant. Il n'y a plus de Wagner. Mais maintenant, c'est des instructeurs qui sont... Je vous dis qu'on a créé une structure qui s'appelle le Corps africain, qui opère sous l'égide du ministère de la Défense. Carrément, c'est l'État, c'est officiel. C'est l'État qui envoie les instructeurs, qui assistent les pays comme le Mali, Burkina, Niger, Centrafrique, bien sûr, parce que là-bas, vous pouvez voir déjà les résultats de notre coopération. Oui. Ce soutien-là est différemment apprécié vu de l'Occident. On voit la Russie comme le diable. Ces gens viennent s'accaparer de vos ressources, que la sécurité est contre les ressources minières. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, c'est de la propagande. Maintenant, très souvent, je parle que la situation s'est renversée. À l'époque de l'URSS, on nous disait, écoutez, tous ces Américains ou les Français, ils sont des espions, il faut les éviter. Maintenant, on est prêt à coopérer. Mais c'est de l'autre côté, on dit non, il ne faut pas parler aux Russes, il ne faut pas... Il faut s'en méfier. Il faut se méfier, ils font quelque chose de mauvais. Mais à vrai dire, franchement, si nous voulons combattre le terrorisme au Sahel, il faut travailler ensemble. Pas seulement les Russes, pas seulement les Français, pas seulement les Américains. Il faut tout faire pour combattre ce fléau. Mais, voyez, vous vous souvenez, les pays du Sahel, ils ont demandé 480 millions de dollars pour les opérations de sécurité au Sahel. Ils n'ont pas reçu ça. Et combien de milliards de dollars les Occidentaux ont investi en Ukraine? Avec cet argent, on aurait pu faire des choses énormes, de rendre la paix aux pays africains. Donc pour vous, c'est des prétextes fallacieux que les Occidentaux utilisent pour parler un peu de... Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pris la décision de couper les signaux de nos chaînes d'information RT en France, ailleurs. Donc, ils font tous... ils font tout. Pas à leur point de vue. Ouais. Mais la vérité, c'est quelque part toujours au milieu. Donc, il faut, pour un vrai journaliste, il faut voir les sources d'information de différents côtés pour avoir... Est-ce que vous avez retourné la réciproque? Est-ce que vous avez bloqué les signaux de télévision étrangère en Russie? Non. Vous pouvez toujours voir CNN, France 24. Ah oui, hein? Et dans le discours russe du président, on sent toujours cette volonté de coopérer avec l'Occident, hein, au-delà de tout ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dans l'ADN des Russes de vouloir la paix comme ça. Vous savez, le président Poutine a répété à maintes reprises que la Russie est prête à travailler avec tout le monde. Mais c'est la balle maintenant est de l'autre côté. Parce que les Américains, ils ont coupé toutes les voies de coopération, canaux dans plusieurs domaines, y compris la lutte contre le trafic illégal de drogue,
contre criminalité transnationale organisée. Et on nous chasse de tous les organes d'organisations internationales, même parce que ils considèrent qu'il faut faire plus de négatifs à la Russie pour porter la défaite stratégique. Ce sont des Américains qui disent qu'il faut porter la défaite stratégique à la Russie. Voilà. Et vous dites que la Russie n'échouera jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, des possibilités de dialogue existent entre vous et les Ukrainiens? Oui, bien sûr. Parce que les Ukrainiens, pour nous, c'est nos frères. Nous considérons ça plutôt que la guerre civile qui va se terminer bientôt. Et c'est les gens qui proches. Il y a beaucoup de relatifs, de familles qui sont séparées. Chez nous, il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont les Russes, ont la nationalité russe. Et la même chose en Ukraine. La moitié de la population, ce sont des Russes. Tous les gens du Donbass, là. Oui. Et en plus, si on prend l'histoire, parce que le président Poutine a bien décrit notre histoire commune avec l'interview à Tucker Carlson, il a dit que toute notre histoire a commencé avec la création d'ancienne Russie de Kiev. Donc, Kiev, le berceau. Oui, le Kiev, on dit que c'est la mère des cités russes. Comment nous pouvons distinguer les Russes? C'est la mort dans l'âme que vous avez déclenché cette opération spéciale pour des raisons de sécurité collective. Enfin, russe, hein, on peut dire, mais ce n'est pas de gaieté de cœur que cela se fait. Et nous essayons d'éviter les victimes parmi les civils. D'accord. C'est bien ça. Oui. Reparlons un peu de l'Afrique et de la Russie quand tout cela sera terminé, quand vous arriverez à mettre de l'ordre dans le Sahel en rapport avec justement les pays avec lesquels vous coopérez. Tous ensemble. Oui, dans le domaine économique maintenant, quelles sont les possibilités de coopération qui peuvent exister? On sait que la technologie a beaucoup avancé, que la Russie fait focus dans ce domaine-là avec la Chine et les pays arabes et d'autres pays d'Asie. Est-ce que l'Afrique est dans le tempo? Vous savez, étant donné que moi, j'ai une grande expérience africaine. De l'Afrique. Oui, donc je me souviens comment c'est passé à l'époque de l'URSS. Et l'URSS, il était très présent en Afrique, surtout dans les pays qui construisaient le socialisme à l'époque. Mais avec la dissolution de l'URSS, nous avons perdu beaucoup de relations économiques avec l'Afrique. Les relations politiques sont toujours de très bon niveau. C'était toujours comme ça. Mais économiquement, comme je vous ai dit, on s'était orienté vers l'Occident. Maintenant, le temps est venu pour faire le chemin contraire pour revenir en Afrique. Mais pour ça, il faut bien sûr trouver une niche pour la Russie. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement la vente des armes, que l'Occident nous présente toujours que la Russie, c'est seulement la vente des armes, etc. Non. Nous sommes intéressés à la coopération gagnant-gagnant. Dans les domaines qui sont vraiment là où nous avons de l'expertise. Donc, ce sont des hautes technologies, l'énergie, le transport, tout ce qui concerne la digitalisation. Parce que la Russie, maintenant, est le pays le plus digitalisé. Nous pouvons apporter beaucoup avec notre expérience. Par exemple, comme exemple, Yango. Oui. C'est le système de taxi qui est très utilisé en Russie.
vraiment, je ne sais pas comment vivre maintenant sans taxi Yango. Yandex en Russie, on l'appelle. En Russie. Ça, c'est l'Afrique. Et pour le cas du Sénégal, maintenant, nous en venons. C'est quoi les domaines de coopération entre le Sénégal et la Russie? Franchement dit, maintenant, on n'est pas très, très bien implanté au Sénégal. Mais notre commerce dépasse 800 milliards de francs CFA annuellement. Peut-être l'année passée, c'était un peu moins, mais 2022, c'était 1,4 milliard $, de notre commerce. Mais le problème, on vend beaucoup plus qu'on achète. Maintenant, notre but est de trouver les produits sénégalais, les matières premières, oui, à exporter. À exporter en Russie. Et en plus, ce sont des investissements. Absolument. Ce que je prône pour faire venir les investissements russes au Sénégal, il y a beaucoup d'intérêt. Mais je pense qu'il faut que ce soit toujours les sociétés mixtes. Il faut l'expertise sénégalaise avec le savoir-faire russe. Ouais. Et donc, ça va être vraiment un résultat très positif, je suis sûr. Le Sénégal, c'est un pays que vous aimez beaucoup. On a vu cette rencontre chaleureuse à l'époque entre l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui était allé voir le président russe au moment où le fossé s'était creusé entre lui et l'Occident. On se rappelle l'histoire de cette table qui séparait d'Emmanuel Macron, alors qu'avec Macky Sall, c'était la chaleur affirmée. Tout ça vous fonde à penser que la Russie et le Sénégal vont faire d'excellentes choses dans le futur, avec maintenant surtout cette nouvelle équipe gouvernementale qui vient de naître. Je suis sûr que notre avenir est vraiment très radieux parce que l'intérêt est réciproque. Et donc, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et je suis sûr que si les nouvelles autorités proposent des projets intéressants aux investisseurs russes, à la Russie, ils vont trouver... Vous êtes prêt à... Vous avez parlé de l'énergie, c'est un problème au Sénégal. Oui. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Nous pouvons maintenant citer l'exemple de votre voisin, Guinée-Bissau. Ouais. Le président Embalo est juste revenu de Moscou et il a eu de très bons contacts avec le président Poutine. Et vraiment, en Guinée-Bissau, nous voyons beaucoup de sociétés russes qui s'intéressent à faire les affaires là-bas. Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles autorités, le Premier ministre, le Pas président? Pas encore, mais j'espère bien de les voir très bientôt. Ouais. Et les perspectives de coopération, on l'a dit, sont nombreuses. C'est un changement de régime vu de Russie. Oui, pour nous, on travaille avec tous les régimes qui sont intéressés à travailler avec la Russie, sans exception. Mais en parlant du Sénégal, je vais vous donner un exemple. Mois d'octobre, on pense d'organiser une sorte des semaines de la Russie au Sénégal qui vont comprendre l'exposition des peintres russes modernes, les artistes russes. J'espère bien qu'on va organiser un séminaire des hommes d'affaires de deux pays. Ouais. Donc ça va être vraiment quelque chose d'envergure. Ouais. Et en plus, maintenant, on fait un don à l'université, on construit un bâtiment qui va abriter une médiathèque russe qui va aider ceux qui s'intéressent à la Russie d'avoir plus d'informations, de vraies informations. Parce que la langue russe, quand même, elle est présente dans les lycées du Sénégal, dans les universités depuis très longtemps. Vous me disiez tantôt hors micro que c'est
c'est une histoire qui date de très longtemps. Oui, ça date du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui considérait grand poète russe Alexandre Pouchkine comme grand poète africain, parce que son arrière-grand-père, il est venu d'Afrique, il est devenu fils adoptif de notre empereur Pierre le Grand. Et après, Pierre le Grand lui donnait la noblesse russe. Il est devenu le général de l'armée russe. Et donc, Pouchkine est vraiment une icône de la poésie russe, de la culture russe. Ouais. Mais que fait aujourd'hui l'ambassade pour redynamiser la langue russe dans nos lycées, nos collèges, nos universités? L'année passée, nous avons eu 5 universités qui sont venues ici, qui ont des programmes de formation, de formateurs de classes de la langue russe au lycée. Ça va continuer cette année, j'espère. Et aussi, on va travailler pour distribuer au lycée les manuels de la langue russe et surtout former les formateurs. Ça, c'est le plus important parce que les plus grands de professeurs de la langue russe, ils ont terminé l'université en Russie à l'époque de l'URSS, ils n'ont jamais revenu. Et ce n'est pas normal. D'accord. Écoute, on est à la fin de cette émission, mais à quand la visite ou bien la venue du président Poutine au Sénégal, en Afrique, dans la sous-région ouest africaine? C'est un président qui est très apprécié par les Africains. Oui, il est vraiment très aimé par la population africaine, surtout la jeunesse. Absolument. Et j'espère bien que le temps vienne quand le président Poutine effectuera une visite au pays africain. En tout cas, il sera le bienvenu, il est attendu. Merci beaucoup, Dimitri Kourakov. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Russie à Dakar. Le point ce soir est fini, au Sénégal plutôt. Le point ce soir est fini, donc rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.